Cette conférence We Digital, j'imagine qu'il y a pas mal de personnes d'entre vous qui ont déjà suivi, soit sur vidéo, soit elles sont déjà venues à des précédentes conférences. C'est la 6e que l'on fait. Comme d'habitude, on va vous faire un petit focus un petit peu sur les nouveautés du programme de formation en ligne We Digital. Et puis, je reprendrai la main après pour vous détailler un petit peu plus le programme qui nous attend. Donc, Sophie et Fanny. Bonjour. Donc, on souhaitait vous faire, comme d'habitude, un rapide récapitulatif sur l'avancement du programme We Digital et des collaborateurs de l'avancement du programme We Digital. Donc, si vous vous souvenez bien, on avait lancé 4 modules de formation entre octobre 2016 et avril 2017. On a choisi, on vous l'avait annoncé lors de la dernière conférence, de faire une petite pause avant et pendant l'été, puisqu'on s'est dit que la période estivale était une période un peu plus calme traditionnellement. Donc, on a bien fait, on a été bien inspirés, puisque on observe une nette progression dans l'avancement des modules, dans la réalisation des modules. Donc, premier chiffre dont on est assez fiers, plus de 3500 badges qui ont été obtenus sur les 4 modules de formation. Deuxième chiffre qu'on voulait partager avec vous, il y a 42% des collaborateurs qui ont commencé au moins un module de formation. Et puis, ce sont les entités risques, audit interne et distribution, chez qui la croissance du nombre de collaborateurs ayant avancé dans leur parcours est la plus importante. Donc, bravo particulièrement à ces 3 entités. Autre chiffre qu'on voulait partager avec vous, c'est la communauté des ambassadeurs We Digital. On compte 36 membres sur lesquels on s'appuie encore beaucoup pour sensibiliser et animer des actions dans leurs entités respectives. Voilà. Et dernière information très importante, on a mis en ligne sur la plateforme le module 5 du parcours. Donc on est assez fiers de ça aussi parce que c'est la première fois qu'on arrive à faire coïncider une conférence avec le lancement du module associé. Voilà. Alors en vrai, je triche un peu parce que si vous vous souvenez bien, la dernière conférence, elle était fin mai et elle s'intitulait « Travailler à l'ère du digital ». Il y a Sylvie Peretti qui avait participé à cette conférence. Et travailler à l'ère du digital, c'est une thématique qu'on va retrouver dans le module 5 du parcours. Mais on s'est dit que ce module 5 intitulé e-réputation, éthique et responsabilité, c'était des thèmes, ça faisait référence à des thèmes variés et des thématiques très denses. Et du coup, on a choisi de vous proposer 2 conférences autour de ce module. La conférence d'aujourd'hui portant plus particulièrement sur l'e-réputation. Dernier point, le 6e module sera mis en ligne en novembre, ce qui veut dire que les premiers collaborateurs pourront être certifiés à ce moment-là. Et je vais laisser la parole à Fanny qui va vous expliquer ce qu'on a prévu sur ce sujet de la certification. Bonjour à tous. Alors tout d'abord, j'espère que vous avez tous passé un bel été. Effectivement, la rentrée s'annonce avec le lancement de ce 5e module, le 6e arrivant dans les prochaines semaines. Et effectivement, comme maintenant 42% des collaborateurs ont commencé un module, qu'on voit que We Digital est quand même assez présent dans les équipes, dans les entités aujourd'hui, on a décidé de lancer un petit challenge récompensant du coup les 100 premiers collaborateurs qui auront leurs 6 modules, leurs 6 badges de compétences. Donc, il faudra être le plus rapide. Pour ceux qui ont déjà leurs 4 badges, le module 5 est sorti aujourd'hui. N'hésitez pas à aller vous connecter. Et donc, voilà, donc c'est un challenge finalement qui aura vocation à animer un peu le programme, à aussi identifier les collaborateurs qui sont moteurs finalement aussi du programme et qui, du coup, pourront nous aider à en faire ensuite encore plus la promotion. Donc, c'est un challenge vraiment avec des lots à gagner. Voilà, ce sera une animation assez sympathique avec on espère peut-être une cérémonie à l'issue de ce challenge. Donc, il faut vous tenir prêt. Il faut, dès que vous sortez de là, aller vous connecter au module 5 et avancer du coup sur ça. Du coup, je vais passer la parole à Cédric, maintenant, Cédric Degnaud, que je ne présente plus, que vous avez l'habitude de voir, pour du coup ses bons conseils sur les usages des réseaux sociaux. Merci Sophie, merci Fanny. Alors effectivement, pour démarrer cette conférence après ce petit focus, ce petit point à date sur on en est au programme We Digital, je vous propose effectivement de très rapidement de vous donner des petits trucs et astuces pour, j'imagine que nombreux sont parmi vous qui sont présents avec un compte sur Facebook, LinkedIn, voire d'autres plateformes. L'idée c'est que je vous donne des petits trucs et astuces justement pour encore mieux
paramétrer votre profil et notamment gérer ce qu'on appelle les paramètres de confidentialité. Alors parfois, ça fait un petit peu peur en soi, mais effectivement, de savoir un peu comment on se présente et comment on s'assure que n'importe qui ne peut pas voir n'importe quoi, entre guillemets, quand on poste des choses parfois très personnelles sur Facebook, a priori, sur LinkedIn, a priori un petit peu moins. Et puis ensuite, on aura le directeur général de Twitter France, Damien Viel, qui nous fait l'amabilité d'être présent parmi nous. Vous pourrez lui poser toutes les questions que vous voulez. Moi, j'en poserai une ou deux. Mais après, effectivement, on essaiera de prendre le maximum de questions dans la salle. Donc, n'hésitez pas, dès à présent, à réfléchir éventuellement aux questions que vous pourriez avoir, que vous soyez actif, que vous ayez un compte et que vous soyez actif sur ce réseau-là, ou que vous le découvriez, que vous en ayez entendu, que vous ayez déjà entendu ce nom plusieurs fois. N'hésitez pas, toutes les questions seront les bienvenues et Damien se fera un plaisir, j'imagine, d'y répondre. Avant donc, effectivement, quelques petites astuces sur le paramétrage de vos comptes. Globalement, alors, les réseaux sociaux sont innombrables. J'en ai pris les trois principaux. Sur LinkedIn, pour faire simple, c'est qui vous êtes en tant que professionnel. Sur Facebook, c'est qui vous êtes en tant que personne. Je ne parle pas des pages, je parle uniquement des profils représentant une personne. Et Twitter, c'est qui vous êtes en tant qu'opinion. Alors, on va avoir des petites différences, effectivement, notamment dans la longueur des messages qu'on va pouvoir publier et autres. Ça, ce sont les petites différences que l'on va avoir. Mais globalement, sur LinkedIn, qu'est-ce qu'on va partager? On va d'abord partager ses expériences professionnelles. Sur son profil, on va mettre à jour, a priori, ses dernières expériences professionnelles. Puis, on va essayer de bien se présenter, entre guillemets, comme sur un CV en ligne. On va lire, on va regarder finalement un fil d'actualité de son réseau, mais a priori d'un réseau de contacts, d'abord de gens professionnels, des gens avec qui vous travaillez, des gens avec qui vous avez travaillé, des gens que vous avez rencontrés, principalement dans un cadre professionnel. Et effectivement, votre fil d'actualité va vous permettre, entre autres, de faire une veille professionnelle et de découvrir comme cela, finalement, des articles sur des sites web, sur des thématiques qui pourraient vous intéresser. Et bien évidemment, ensuite, d'interagir avec les membres qui auraient du coup partagé un petit peu ces articles-là. Facebook, c'est qui vous êtes en tant que personne. On peut partager plein de choses, on peut faire beaucoup de choses sur Facebook, on peut partager des vidéos live, des photos, des albums photos, des photos de ses vacances, des photos de ses proches, pas mal de choses. Mais néanmoins, effectivement, sur Facebook, bien souvent, on est ami avec beaucoup de personnes. Moi, personnellement, je suis ami avec 2588 personnes. J'ai regardé ce matin. Est-ce que j'ai 2588 ? Est-ce que je connais ces 2588 personnes? A priori, non. Allez, j'en connais 100, grand max. Et dans ces 2588, il y a des gens qui sont probablement finalement dans mon réseau professionnel, des gens qui sont dans des cercles un petit peu plus proches. Mais il y a tous les contenus. Je n'ai pas envie que tout le monde puisse voir tous ces contenus-là. Je veux finalement sélectionner les contenus et sélectionner qui aura le droit de voir quoi sur mon profil. Alors, je vais vous expliquer très rapidement comment on peut faire ça. Et Twitter, j'en parlerai un petit peu moins parce qu'effectivement Damien en parlera de manière beaucoup plus détaillée après. On partage des messages sous un format court. On est limité dans le nombre dans la longueur du message qu'on va pouvoir publier. Et puis on va publier finalement ce que l'on fait, ce que l'on pense, des liens vers des articles, ce que l'on est en train de voir. Typiquement, il y a beaucoup de gens qui font ce qu'on appelle un live tweet, qui sont en train de relayer en direct, en live, ce qu'ils sont en train de voir. Il y a peut-être des gens ici qui sont sur leur téléphone et qui, en même temps que je parle, photographient ou tweetent les bonnes petites phrases que Damien vous donnera. C'est ce qu'on appelle faire un live tweet, relayer en live ce que l'on est en train de voir. Alors, 2-3 petites astuces après avoir fait effectivement ce détail. Tout d'abord, effectivement, aujourd'hui, votre réputation, c'est ce que Google dit de vous. Vous l'avez tous au moins fait une fois. Recherchez votre prénom et votre nom dans ce moteur de recherche-là, ou recherchez d'autres personnes et voir finalement qu'est-ce qui remontait. L'idée, c'est effectivement, vous en tant que professionnel, vous essayez d'avoir la meilleure image professionnelle sur la première page de résultats et sur les autres éventuellement qui remontent. Sauf que le moteur de recherche, il ne fait pas la différence entre qui vous êtes en tant que professionnel, qui vous êtes en tant que passionné, qui vous êtes en tant que particulier. Moi, par exemple, je suis professionnel, j'ai une entreprise. Donc, si vous recherchez mon nom et mon prénom, il y aura des choses professionnelles qui remonteront. Mais je suis passionné de basket, de photographie. Je n'ai peut-être pas envie finalement que ça remonte en première page. Mais donc je vais essayer finalement d'être vigilant quand je partage des choses sur ces passions-là, de m'assurer que ce ne soit pas la première chose que les gens voient finalement lorsqu'ils tapent mon nom et mon prénom dans un moteur de recherche, parce que je n'ai pas envie finalement de donner d'abord cette image-là de moi. C'est un choix. On fait tous un choix finalement par rapport à son image personnelle.
Sur LinkedIn, finalement, c'est dans les paramètres de confidentialité. Donc, vous, en fonction de si vous êtes sur un smartphone ou sur un ordinateur, vous allez finalement vous avez votre photo de profil qui est en haut à droite. Vous cliquez sur cette photo de profil, vous accédez à vos paramètres de confidentialité. Et je vous ai mis en rouge deux petites choses qui ne sont pas forcément paramétrées comme ça par défaut, notamment la visibilité de vos relations. Qui peut voir avec qui vous êtes en relation? Sur LinkedIn, là encore, je suis ami, je suis dans mon réseau professionnel LinkedIn, j'ai 3000 membres. Je n'ai pas envie qu'une personne, finalement, clique sur ce chiffre de 3000 et puisse voir la liste de toutes ces personnes-là. J'ai bloqué l'accès, finalement, pour que personne ne puisse voir qui est dans ces 3000 membres. Il n'y a que moi qui puisse le voir. Donc ça, je vous invite notamment à le paramétrer de cette manière-là, vous uniquement, donc il n'y a que vous qui puissiez finalement avoir accès à cette liste, en l'occurrence 3000 personnes finalement qui sont en contact avec vous sur LinkedIn. Autre petite option à savoir, partager des modifications du profil. De temps en temps, finalement, sur votre profil, vous changez votre photo de profil, vous mettez à jour une expérience, vous rajoutez une information. Vous n'avez peut-être pas envie finalement que tout votre réseau de contact, sur LinkedIn soit au courant que vous avez finalement, non pas changé de poste, mais juste changé un intitulé de poste ou rajouter une description dans un poste. Donc ça, vous pouvez bloquer cette option-là pour que ça ne remonte pas éventuellement dans le fil d'actualité de votre réseau professionnel sur LinkedIn. Parfois, moi, je le mets en oui, parce que quand j'ai une grosse actualité, une nouvelle activité, je souhaite la valoriser, ben je veux finalement, par là même, en mettant à jour mon profil, alerter finalement mon réseau que j'ai cette nouvelle activité. Mais quand je fais une petite mise à jour, ben je m'assure finalement d'avoir changé au préalable le paramètre, de l'avoir basculé sur non, parce que je ne veux pas finalement alerter tout mon réseau professionnel de ce changement ou de cet ajout que j'ai pu faire sur mon profil. Sur Facebook, c'est un peu plus compliqué parce qu'il change de temps en temps un petit peu les intitulés, où est-ce que ça se place. Mais globalement, en fait, quand vous faites un clic, alors je suis uniquement sur l'interface web ici, quand vous faites un clic sur le point d'interrogation qui est en haut à droite, vous avez ce menu-là qui apparaît et vous avez deux options ici, assistance confidentialité et raccourci de confidentialité, qui vous permettent assez simplement, finalement, déjà de pré-paramétrer ou de paramétrer les choses principales, finalement, sur votre profil. Ces choses principales, qu'est-ce que c'est? C'est par exemple, tout simplement, qui peut voir vos publications. Là, en l'occurrence, ici, vous voyez que par défaut, tout le monde peut voir mes publications. Je poste un nouveau message sur Facebook, que vous soyez ami ou pas avec moi, si vous allez sur mon profil, vous pourrez voir cette publication-là. Mais il y a plein de publications que je fais, je n'ai pas envie que tout le monde puisse voir ces publications-là. Et je n'ai même pas envie que l'exhaustivité des gens avec qui je suis en contact sur Facebook puissent voir cela. Donc finalement, quand je clique ici, je peux choisir qui a le droit de voir quoi. Et je peux, quand je rajoute finalement de nouvelles personnes sur Facebook, les mettre dans des listes. Et du coup, derrière, je décide quelle liste a le droit de voir quoi. C'est aussi simple que ça. Ce paramètre, parce que vous l'avez changé une fois, que vous êtes bloqué sur ce paramétrage-là. À chaque fois que vous publiez un message, vous avez l'option de changer, de dire ok, ce message-là, j'ai bloqué finalement pour qu'il y ait uniquement cette liste qui puisse voir tous mes messages, mais je veux exceptionnellement que ce message-là, que tout le monde puisse le voir. Donc finalement, quand vous postez votre message, vous avez ce petit menu déroulant qui est juste en dessous. Vous faites juste un clic dessus et vous sélectionnez la bonne option en fonction de l'activité que vous voulez rendre. Après, ils mettent 2-3 autres petits paramètres de confidentialité, mais qui ne sont pas très intéressants. Moi, je vous invite plutôt finalement à faire un clic ici sur afficher plus de paramètres, où là, vous allez avoir accès à tous les paramètres de confidentialité que vous allez pouvoir régler sur votre profil Facebook. Alors, je ne vais pas être fastidieux, je vous rassure, on ne va pas tous les voir ensemble. Je vais juste faire un focus sur un ou deux, si le slide veut bien diffuser. Donc, vous voyez que sur la liste, quand vous cliquez sur accéder à tous les paramètres, vous avez une liste à gauche qui vous les liste quasiment tous. Là, je vais juste faire un focus sur quelques-uns, finalement, qui sont intéressants. Hop là. Notamment le deuxième, par exemple, qui peut voir votre liste d'amis. Là encore, comme sur LinkedIn, je peux bloquer cette option-là pour que les gens ne puissent pas voir finalement les 2888 personnes avec qui je suis en contact sur Facebook. Donc vous voyez, vous avez tous ces paramètres-là
n'hésitez pas à prendre 5 minutes de votre temps, ce n'est pas forcément beaucoup plus long, et à bien vous assurer que le réglage de votre profil, des paramètres, correspondent finalement à l'usage personnel, parce qu'effectivement, on est plus vraiment dans un cadre personnel que vous faites de Facebook. Autre petite option, vous savez que Facebook est extrêmement riche, notamment grâce à toute la quantité d'informations que vous laissez sur Facebook. Et finalement, eux, ils se servent de toute cette information-là pour monétiser et finalement toucher des annonceurs en leur disant, si tu veux cibler des gens qui habitent à Lyon, qui ont entre 25 et 28 ans, qui sont fans de Generali, je peux cibler uniquement un message publicitaire uniquement auprès de cette audience-là. Mais vous avez accès, là encore dans vos paramètres, à cette option qui vous permet finalement de dire, OK, je laisse beaucoup de traces, je veux quand même limiter l'accès à certaines informations. Je ne veux pas que ces informations-là que j'ai laissées à Facebook soient utilisées finalement pour me cibler via des pubs. Donc vous pouvez modifier là encore un petit peu ces paramètres-là. Donc Facebook, entre guillemets, laisse la main assez importante à l'utilisateur pour finalement paramétrer un peu ces grands paramètres de confidentialité. Donc voilà, vous voyez, c'était juste un petit focus que je voulais faire sur 2-3 petites astuces. Je vous invite encore une fois finalement à prendre 5-10 minutes, à bien vérifier sur LinkedIn, Twitter, sur Facebook, en fonction des réseaux sociaux sur lesquels vous êtes présent, et à vérifier ces paramètres-là. Je vous propose maintenant d'accueillir donc Damien Viel, donc directeur général de Twitter France, qui nous fait le plaisir d'être présent parmi nous. Normalement, les 2 micros marchent. Déjà, juste pour savoir, qui parmi vous sait ce qu'est un tweet? Une majorité. Qui est inscrit? Qui a un compte Twitter? On a plus de monde ici, un peu moins sur les côtés ici. L'idée, ce n'est pas forcément que Damien vous dise il faut absolument que vous y soyez en soi, mais plutôt qu'il vous décrypte un petit peu aujourd'hui Twitter, comment ça peut être utile pour une entreprise, beaucoup d'entreprises, Generali France, notamment votre directrice de la communication, Marie-Christine, ensuite viendra vous présenter 2-3 choses par rapport à ça. Donc Generali France, vous êtes présent officiellement sur ce réseau-là, mais en tant que personne, en tant que particulier, bien évidemment, vous pouvez être présent et faire pas mal de choses. Donc globalement, si on devait expliquer à des gens qui ont plus ou moins entendu ce qu'est ce réseau social, si on devait l'expliquer en quelques phrases, on dirait quoi? Twitter, qu'est-ce que c'est? Merci Cédric. Bonjour à tous, à toutes. Merci beaucoup d'abord de prendre le temps et de m'accueillir aujourd'hui parmi vous. C'est assez impressionnant. J'essaie de pas trop tourner le dos à trop de monde. Donc je m'appelle Damien Viel. J'ai la chance de diriger les équipes de Twitter en France depuis près de 2 ans. Et à la fois, je suis ravi parce qu'on va pouvoir parler de Twitter et puis vraiment n'hésitez pas à poser des questions. Vraiment, on y répond toujours avec grand plaisir. J'espère surtout vous apporter des éléments de surprise et des éléments de surprise sur savoir ce qu'est Twitter aujourd'hui. Savoir que Twitter en France est extrêmement particulier, est extrêmement original dans son modèle de développement, qui fait de nous un pays qui est beaucoup regardé, dont la réussite est réelle dans l'univers et dans le monde de Twitter. Et je vais essayer de vous dire pourquoi en quelques mots et de faire en sorte que effectivement, ça puisse appeler d'autres questions qui puissent vous amener à enrichir votre réflexion. Alors, au risque de vous surprendre, Twitter n'est plus à proprement parler un réseau social. Twitter est né il y a 11 ans maintenant et le bureau de Paris, le bureau en France existe depuis à peu près 4 ans. Et Twitter est né dans un univers social, bien entendu, mais Twitter a pour particularité depuis 1 an et demi d'avoir affirmé un positionnement très simple qui est finalement extrêmement lié à son ADN, qui est Twitter devient la plateforme mondiale d'information en direct. Voilà, ma meilleure définition de ce qu'est Twitter aujourd'hui. Nous sommes une fenêtre sur le monde, nous sommes une fenêtre sur l'actualité mondiale, nous sommes une fenêtre sur l'actualité locale, sur l'actualité des collectivités locales et territoriales, sur l'actualité des sociétés de services, sur l'actualité de la ligne 2 du métro, sur l'actualité d'un monde qui a besoin de savoir en permanence ce qui se passe en direct. Et c'est le rôle et c'est vraiment la fonction de Twitter. Et en 11 ans, on peut dire que Twitter a à peu près tout changé dans la manière dont on communique. Et c'est assez, c'est pas excessif que de penser ça, mais je pense que Twitter a tout changé dans la manière dont on communique, suivant trois éléments clés de son ADN. Twitter est une plateforme, et la plateforme du direct.
de l'instantanéité. Il se passe quelque chose dans le monde, ça se passe sur Twitter, et c'est même vrai parfois 20, 30, 40 minutes avant que l'information soit officiellement donnée par les médias. Twitter est live. Twitter est vraiment cette plateforme qui vous permet de suivre des événements heureux, des matchs de football, qui vous permet de suivre effectivement l'actualité tendue, comme c'était le cas il y a 2 jours avec Irma. Suivre Irma sur Twitter, c'était quelque chose d'assez impressionnant de voir à quel point l'actualité en direct, parce qu'on est directement connecté à la source, c'est-à-dire cette source qui est présente sur place, ou cette source qui est la préfecture du département, ou cette source qui est le ministère des Dom-Tom. Voilà, c'est vraiment cette faculté à être directement connecté à la source de l'information qui est réellement quelque chose de très original. Donc Twitter est une plateforme live. La deuxième caractéristique essentielle de Twitter, et en tant qu'utilisateur vous allez être amené à le découvrir, Twitter est une plateforme publique. En étant une plateforme publique, Twitter, c'est un microphone qu'on donne à n'importe qui. Tous les tweets sont publics. Donc vous écrivez un tweet, il a pour vocation à être vu, il a vocation à pouvoir être distribué dans le monde entier. Et donc Twitter, depuis longtemps, a dans ses gènes, dans son ADN, que d'être la plateforme de la liberté d'expression, de l'indépendance des journalistes, de la capacité qu'on a à dire les choses et à pouvoir être entendu, quel que soit le pays dans lequel on se trouve et quel que soit ce que l'on a à dire. Donc effectivement, Twitter est la plateforme de la liberté d'expression, et de fait, la liberté d'expression, eh bien, c'est quelque chose qui est chahuté, puisque on dit des choses, on participe à des débats démocratiques. On l'a vu, la dernière élection présidentielle en France, ou même l'élection du président américain, ont donné de vifs débats, de vifs échanges, mais avec quelque chose qui est fondamental pour Twitter, c'est la capacité effectivement à être entendu, la capacité de transparence, mais surtout cet impact absolument incroyable dans la transparence et dans la vérité. Et ça, c'est vrai, vraiment, je persiste à dire que cette campagne électorale ici en France a été une campagne de vérité, d'arguments, de fact-checking, de débats en direct sur lesquels les gens avaient la faculté de pouvoir aller chercher l'information que le journaliste n'a pas forcément quand il anime un débat entre 2 personnalités politiques. Donc de fait, Twitter apporte une certaine dose de transparence. Et on va le voir, c'est que la transparence nouvelle dans cet univers, dans cette sphère politique, dans cette sphère journalistique, eh bien, elle commence à avoir de plus en plus d'impact dans la sphère privée, dans la sphère d'entreprise. De plus en plus de dirigeants d'entreprises tweetent. Il y a quelques semaines, nous avons ouvert le compte d'Emmanuel Faber, le patron de Danone, parce que dans le lancement de sa nouvelle posture, dans son nouveau projet d'entreprise chez Danone, eh bien, c'est One Planet, One Health. Eh bien, c'est de dire que, je vous invite à écouter son discours de Berlin. Il dit très exactement, si nous, dans l'industrie alimentaire, nous continuons à nier un certain nombre de réalités, de changements de consommation, de changements d'attente des consommateurs en matière de production, de respect de l'environnement, de respect des gens, on va disparaître, nous, industrie agroalimentaire. Et donc Danone entreprend ici un nouveau projet, et ce projet sera porté sur Twitter en partie, en étant effectivement un lieu d'échange et un lieu de transparence. Voilà comment est-ce qu'on s'engage. Et d'autres patrons en France, une multitude de patrons maintenant du CAC 40, sont engagés sur la plateforme, et donc de fait, on voit que progressivement, Twitter change aussi pas mal de choses. Et puis le dernier élément constitutif de l'ADN de Twitter, c'est d'être une plateforme de conversation. On est live, on est public, et surtout on est une conversation. C'est-à-dire que c'est un endroit sur lequel les patrons, entre autres, qui sont là, les politiques, les journalistes, tout le monde est là pour échanger, pour discuter. Vous aussi, vous pouvez interpeller, vous pouvez demander, vous pouvez poser des questions. Vous pouvez poser la question à des entreprises, la SNCF. C'est une entreprise qui est extrêmement performante dans sa faculté à pouvoir répondre sur Twitter. C'est juste à côté de chez vous, c'est là, il y a la social room de la SNCF, il y a 12 personnes en quasi-permanence qui répondent à 4 à 5 millions d'utilisateurs quotidiens de la SNCF, parce que Guillaume Pépi un jour a dit « j'en ai assez que nous n'échangions avec nos clients que quand ça ne va pas ». Eh bien, on va ouvrir une social room qui sera là pour discuter, échanger toute l'année sur des services, sur une faculté à pouvoir améliorer l'expérience de mobilité des gens, quels qu'ils soient. Eh bien, aussi, c'est ça, Twitter, c'est aussi cette plateforme d'échange qui fait de nous aujourd'hui la première plateforme
de Consumer Care. 80% des questions mondiales posées aux marques sont posées sur Twitter. En 2013, la Société Générale met un film à la télévision pour dire on vous répond en moins de 30 minutes sur Twitter. Je vous invite, si vous êtes bloqué à Londres avec un Eurostar qui ne fonctionne pas, à interpeller le service client d'Eurostar ou d'Air France. Vous verrez à quel point les choses permettent d'avoir une réponse assez rapidement. Et donc, pour résumer, on peut parler de ce qu'est Twitter dans la sphère journalistique, dans la sphère politique. Je pense que je ne vous apprendrai pas grand-chose là-dessus, si ce n'est qu'on continue avec un président qui utilise formidablement bien la plateforme, avec des ministres qui tweetent. On continue à être vraiment très utile de ce point de vue-là, avec de plus en plus de collectivités locales et territoriales qui nous utilisent, des mairies. Tout ça, vous connaissez. Ce que vous connaissez moins, c'est la faculté de Twitter en ce moment, dans sa capacité à accompagner les services de communication corporate des entreprises, avec les dirigeants, les execs, la communication RH, la communication RSE, la communication financière. Comment est-ce qu'en accompagnant effectivement la communication commerciale des marques, et puis comment est-ce qu'en étant aussi maintenant un partenaire privilégié des services clients des entreprises, Twitter devient un partenaire privilégié des grands groupes français, en leur apprenant finalement 3 choses essentielles. La première, c'est le rapport au temps des organisations a changé. Comment vous êtes-vous adapté à ce changement du rapport au temps ? Le temps, aujourd'hui, c'est le direct. On vous pose des questions en direct. Les gens vont dans les centres commerciaux, filment en direct. Les gens vont... Le temps, c'est extrêmement raccourci et on ne peut plus aujourd'hui être et vous le savez très bien, être une compagnie qui fait de l'assurance et qui répond le lundi matin alors que les problèmes ont eu lieu le week-end. Enfin, le rapport au temps, c'est complètement bouleversé et puis vous en êtes vraiment, vous, les premiers témoins, mais c'est assez incroyable. Donc, comment est-ce qu'on réenvisage ce rapport au temps ? La deuxième question fondamentale, c'est comment est-ce que les organisations changent leur rapport avec l'information et la transparence de l'information. Les salariés tweetent, s'expriment sur d'autres plateformes. Les salariés sont extrêmement engagés, les clients aussi. Comment est-ce que les patrons aussi, de plus en plus, comment est-ce que tout ça est bien garanti à partir du moment où c'est bien fait, où la direction de la communication garantit une certaine homogénéité, une certaine cohérence dans les messages, parce que si le président dit un truc, je pense à Paul Polman, le patron d'Unilever, qui est un des patrons les plus acharnés sur Twitter. Je vous engage à le suivre, il est fascinant parce que c'est quelqu'un qui a un engagement RSE extrêmement fort pour lui et pour son entreprise. Et ben, je peux vous garantir que tout le monde derrière, dans la boîte, a pris conscience de ça et doit s'engager également. Il n'y a plus aujourd'hui un chef de produit Dove qui ne sait plus combien il y a de pourcentage d'huile de palme dans ses déodorants, d'où provient l'huile de palme et ce qu'on fait des canettes de déodorants après les avoir utilisées. Ça donne le ton à toute l'entreprise. Et donc, dans cette vertu de transparence, et puis vous le verrez, vous allez découvrir progressivement que la génération Z, qu'on suit nous de très près, qui est cette nouvelle génération extrêmement engagée, extrêmement demandeuse, à la fois pour venir travailler chez vous, pour venir acheter vos produits, elle a besoin de savoir qui se cache derrière l'entreprise, elle a besoin de savoir qui incarne la tête de l'entreprise, quelles sont les valeurs de ses patrons, quelles sont les valeurs de ses dirigeants, et Twitter est une plateforme particulièrement ouverte à ce genre de discussion et qui promeut beaucoup ce genre de transparence, ce nouveau, ce que nous on appelle le positive leadership, c'est-à-dire cet engagement très fort de l'entreprise, de ses dirigeants là-dedans. Et puis troisième élément, et j'en terminerai là-dessus parce que je peux parler pendant des heures et si vous ne m'interrompez pas, le troisième élément, c'est effectivement le changement du rapport au dialogue et à la discussion. Il y a quelque temps, moi j'ai commencé dans un autre temps dans les sociétés, je travaillais chez L'Oréal pendant des années, on n'avait pas encore cette conception de ce qu'est un service client. Et puis même chez Free à l'époque, je me souviens, il y avait une pièce dans laquelle on jetait les sacs à courrier et puis on fermait la porte et puis c'était ça le service client. Et de plus en plus, la nécessité de changer et d'envisager un nouveau rapport à ses clients, c'est une réflexion que tout le monde doit avoir. Et la vitesse de réponse, je parlais tout à l'heure de Société Générale, mais regardez Orange, regardez la vitesse à laquelle aujourd'hui sur Twitter et sur d'autres plateformes, des nouvelles attentes sont générées auprès de vos clients. Et ce qui donne lieu à la naissance d'un écosystème formidable avec des sociétés qui s'appellent Salesforce, WebHelp, Sprinklr, toutes ces sociétés qui ont, avec l'aide de la donnée Twitter, puisque Twitter leur vend aussi de la donnée, ont réussi à améliorer, concrètement améliorer la réponse et le service aux consommateurs, puisque je vous rappelle que tout ça
à la fois si on est plus rapide, si on a une différence de rapport avec le temps beaucoup plus performante, si de l'autre côté on a beaucoup plus de transparence dans la manière dont on parle à ses clients, et puis si par ailleurs vous leur donnez à la fois de l'empathie quand vous leur répondez, une réponse personnalisée, individualisée et puis rapide, et bien vous créez aussi tout ça de beaucoup de valeur pour votre entreprise et de la valeur pour l'entreprise à un point qu'on imagine encore à peine. Voilà. Vous parliez de la génération Z, mais en fait, moi j'ai une interrogation sur plutôt voilà, les étudiants de 18 à 25 ans. J'ai le sentiment, en tout cas autour de moi, que c'est une population qui n'est pas du tout, qui connaît Twitter bien sûr, mais qui n'est pas du tout, qui n'ont pas de compte, donc voilà, je voulais savoir si c'est une réalité ou si qu'est-ce qui fait que ces personnes-là, enfin ces étudiants ne sont pas vraiment attirés pour créer des comptes sur Twitter. La présence de Twitter est extrêmement importante en France et ça fait aussi partie de ses particularités. Donc, pour répondre à votre question, on va dire la population la plus jeune est surpondérée sur Twitter, au risque de vous surprendre. Beaucoup par exemple, de youtubeurs sont arrivés sur Twitter depuis un an. Norman et Cyprien, que vous connaissez, ont 8,5 millions d'abonnés sur leur chaîne YouTube. Ils ont 5,5 millions de followers sur Twitter, ce qui n'est pas rien. Et donc, il y a de plus en plus de passerelles. Twitter a opéré une mutation il y a 1 an et demi, qui est celle de la vidéo. Twitter devient une plateforme vidéo. On a augmenté le trafic vidéo plus de 120% en 1 an, c'est colossal. Twitter devient une plateforme sur laquelle les gens, et les jeunes en particulier, viennent découvrir des vidéos, viennent regarder les vidéos pour la première fois. Twitter, c'est en tant que plateforme un peu chaude d'immédiateté et de découverte de l'information, eh bien, voilà, constitue un nouvel intérêt. J'étais avec des étudiants de Sciences Po hier, à peu près dans le même contexte, et effectivement, je m'aperçois que l'utilisation par les étudiants de Twitter est extrêmement liée à l'activité de leurs universités ou de leurs écoles sur notre plateforme, et j'étais moi étonné de la puissance de notre plateforme au sein d'une école comme Sciences Po. Enfin, vous dire, c'est une école de journalistes, c'est une école très connectée à l'actualité et notamment à l'actualité politique, donc c'est normal. Mais je veux croire que voilà, on rattrape un peu le retard effectivement d'une plateforme qui jusqu'à présent a plutôt ciblé les populations 25-49 ans et plutôt plus âgées. On a rattrapé ce retard puisque la population 18-25 ans sur Internet, c'est 14%. Et nous, on est à 17% de l'usage sur cette population-là. Encore une fois, ce sont des chiffres qui sont les chiffres publics, qui sont les chiffres de médiamétrie. Donc, on est plutôt d'accord avec ces chiffres. Donc, voilà. Et alors, une des raisons aussi de cette accélération formidable de Twitter, et Madame, je comprends votre scepticisme, une des raisons de cette accélération formidable de Twitter, à la fois en France et puis dans le monde, c'est que nous avons signé un accord très important avec les moteurs de recherche, et le plus important d'entre eux il y a quelques temps, puisque beaucoup de notre activité, plus de 90% de notre activité est mobile. C'est sur les téléphones, on est né sur les téléphones et on est très utilisé sur les téléphones. Google ne voit pas ce qui se passe dans les applications des téléphones. En langage un peu barbare, on appelle ça les walled gardens, c'est-à-dire qu'on ne voit pas ce qui se passe, donc Google a du mal à référencer les contenus de ce qui se passe dans les applications. Eh bien, Twitter est une plateforme très ouverte. Nous, tous les tweets sont publics. Donc on a dit, Google, n'hésitez pas, voilà, vous avez un corpus de 400 à 500 millions de tweets qui sont écrits chaque jour, les voilà. La contrepartie, c'est que effectivement, nous, on sera bien référencés. Et aujourd'hui, c'est vrai, je vous invite à regarder Generali sur Google. Il se peut que vous tombiez en 2e ou en 3e résultat de recherche sur Google sur les tweets organiques émis par les comptes Generali France, par exemple. Eh bien, ça, c'est assez nouveau et ça fait venir énormément de nouveaux utilisateurs sur la plateforme. Aujourd'hui, la plateforme a 328 millions de comptes connectés chaque mois qui produisent des tweets, mais on a 500 millions de comptes dans le monde qui viennent, enfin de gens qui viennent et qui consultent des tweets. Mais je vous ai dit au démarrage que nous étions une plateforme d'information, c'est-à-dire que les gens viennent sur Twitter pour aller consommer, dévorer de l'information en direct. Et donc notre rapport d'1 tiers de gens connectés avec des comptes qui produisent des tweets et 2 tiers de gens qui viennent que consulter
Pour vous donner un ordre d'idée, c'est à peu près exactement le même ratio dans une plateforme comme YouTube. YouTube, il n'y a qu'un tiers des gens qui ont un compte YouTube et les 2 tiers viennent juste consommer des vidéos. Et bien, ce qui est vrai pour YouTube est également vrai pour Twitter. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur le modèle économique de Twitter et puis peut-être s'il y a des différences entre le modèle français par rapport au modèle du groupe Alors, avec global. très grand plaisir. Twitter, il y a un an, je ne sais pas si vous vous souvenez, nous avons été, un peu comme par le passé, sérieusement chahutés sur la problématique de notre rentabilité. Twitter est une plateforme dont on s'interroge même pour savoir si, à l'image de la société de presse, Twitter ne doit pas être une fondation ou une association de loi 1901. Eh bien, nos actionnaires ont répondu il y a un an par 2 choses. La première, c'est oui, Twitter doit rester une entreprise et doit être rentable, puisque la rentabilité garantit son indépendance et son indépendance garantit l'indépendance journalistique. Donc oui, nous sommes aujourd'hui une société qui a un défi formidable, qui est celui de la rentabilité pour rester une entreprise indépendante. Voilà, c'est un peu le défi. Et donc notre engagement, et l'engagement qui a été pris par nos patrons, c'est celui d'être rentable en 2017. Voilà, et je vous annonce, je vous confirme que nous avons publié sur le premier trimestre 2017 un free cash flow de 130 millions de dollars, que nous avons également dégagé plus de 100 millions de dollars de free cash flow sur le 2e trimestre. Donc ça veut dire que notre exploitation Twitter est devenue positive cette année et que, selon toute vraisemblance, nous serons profitables en 2017. Donc exactement, cette monétisation vient d'abord de la pub. 90% de la monétisation de Twitter provient de la publicité. Et 10%, ou voilà, à peu près, provient d'autres revenus, notamment la donnée que nous vendons à des entreprises comme Salesforce, comme Sprinklr, qui vont avoir finalement des très gros tuyaux pour accéder à la donnée Twitter, pour après ensuite la revendre à des entreprises dans le cadre de suivi de réputation ou de performance, etc. Voilà. Okay. Et alors pour préciser sur Twitter France a plutôt une pénétration au sein de la population française très large. Twitter France est aujourd'hui plutôt très CSP+, cible 25-49 ans. Donc si vous faites un peu de publicité de médias, vous apercevez que c'est une cible qui est très intéressante pour les marques. Donc on a plutôt un bon modèle. Et surtout, on a une très grande implantation au sein de l'univers des entreprises. Twitter, et c'est Hootsuite qui le dit, est la première plateforme aujourd'hui utilisée dans les entreprises de plus de 100 salariés, devant les autres. Parce qu'on a une plateforme sur laquelle l'usage, finalement, pour un professionnel est extrêmement important pour se tenir au courant. Savoir ce que pensent nos concurrents, ce que disent nos patrons, ce que pensent nos collaborateurs, ce que fait notre écosystème. Et donc, on a aussi un modèle très orienté sur un usage professionnel de notre plateforme. Et de fait, le modèle économique français est plutôt bon. Voilà. Vous avez dit tout à l'heure que Twitter, c'était un espace de liberté. Alors, question, est-ce qu'en Chine, dictature communiste, Twitter est relié comme Amazon, Apple, etc., directement au serveur de la police chinoise? Twitter n'est pas en Chine. Ah, alors c'est une bonne réponse. Alors. Voilà. Et Twitter ne va pas aller en Chine tout de suite. Vraiment, Twitter a dans son ADN la promotion et la possibilité que l'on donne aux journalistes indépendants de pouvoir s'exprimer. Twitter, et c'est une des raisons d'ailleurs de notre faible rentabilité par le passé, c'est-à-dire que nous disposons de moins d'informations, par exemple, sur les gens qui se connectent et sur nos utilisateurs, parce qu'on ne veut pas les avoir, ces informations. Notamment, il y a quelques temps, très peu d'informations étaient géolocalisées sur Twitter, et parce qu'on ne voulait pas savoir ce genre de choses. Donc Twitter est une plateforme qui a vraiment dans son ADN la poursuite de la protection, et en tout cas de la promotion des valeurs de liberté d'expression. Ça déplaît, c'est compliqué parfois à gérer. On doit souvent faire l'interface entre une notion, une vision de la liberté d'expression aux États-Unis qui est très en lien avec le premier amendement américain, qui est très différent de la conception européenne de la liberté d'expression, du respect des minorités, voilà, tout ça nous amène aussi à devoir en permanence ajuster, écouter, être intelligent, sachant que les règles de fonctionnement de Twitter sont les mêmes dans le monde, y compris dans des pays qui... Voilà, et c'est pour ça qu'on préfère ne pas y aller plutôt que d'ajuster et d'adapter nos règles de fonctionnement. Et n'hésitez pas, à la fin de la conférence, on se gardera 5-6 minutes et Damien, j'imagine, se fera un plaisir de répondre aux questions complémentaires que vous pourriez avoir. Je vous demande maintenant d'accueillir Marie-Christine Lannes.
Donc, directrice de la communication, de l'influence et des engagements sociétaux chez Generali France, que vous connaissez tous a priori, qui va vous parler de personal branding. Bonjour à toutes et à tous. Alors, merci de me donner l'occasion de vous parler de ça. Twitter a changé ma vie. M'a changé ma vie de dire comme, a changé ma vie aussi personnelle. Je ne le dis pas parce que Damien Viel est là, je le dis parce que je le pense. C'est vrai que ça a complètement changé la communication. Et j'ai une expérience particulière parce que ça fait, comme certains d'entre vous le savent, 30 ans que je suis ici. Ça fait à peu près 30 ans qu'on n'a pas beaucoup de budget de communication. Bien souvent, on dit toujours « mais pourquoi Generali n'est pas à la télé ?» Parce que voilà, on a eu des habitudes de consommation, de communication différentes de nos concurrents. Et à un moment, j'ai entendu, juste après l'affaire Kerviel, un monsieur qui s'appelle Hugues Lebray, qui était directeur de la com de la Société Générale, et qui a dit pour un DIRCOM, ne pas connaître les médias sociaux, c'est une faute professionnelle. Et à l'époque, comme j'ai commencé la communication il y a bien longtemps et que, comme vous pouvez le voir, je ne suis pas une digital native, je n'étais pas spécialement active sur les médias sociaux, qui d'ailleurs venaient d'apparaître il n'y a pas tellement longtemps que ça, puisque on parle de 2010 et Twitter avait été né, je crois, en 2006. Voilà, on était au début et je m'étais intéressée aux médias sociaux vraiment, comme un moyen de communication, mais je ne le pratiquais pas. Et puis j'ai décidé de m'y mettre parce que voilà, j'ai écouté Hugues Lebray, et grâce à Hugues Lebray, ça a changé ma vie. Aujourd'hui, on est dans un monde où tout le monde peut devenir un média. Damien l'a dit, on a tous au bout de la main un smartphone, et si on veut, on peut promouvoir ses idées. Cédric a dit que sur Twitter, on venait voir qui on était en tant qu'opinion. Eh bien, je me suis livrée comme champ d'expérimentation à moi-même pour essayer de promouvoir les idées que Generali, les grands axes stratégiques de Generali, et d'essayer d'avoir une part de voix que je n'avais pas avec les budgets. Et ce faisant, alors j'avais une ligne éditoriale qui était assez claire. Je suis une grande désespérée du climat. Malheureusement, Irma vient de nous montrer à quoi l'humanité peut ressembler. Et ça fait longtemps qu'on en a pris conscience, notamment parce que pour l'assurance, c'est un risque majeur. Et donc, je me suis dit, il y a des risques, mais on ne va pas désespérer Billancourt. Il y a aussi des solutions et des gens qui font des choses formidables. Et celles-là, il faut les donner à montrer en exemple. Donc, c'était ma ligne éditoriale. Alors, comme j'étais très désespérée, parce que je venais d'avoir un enfant, et je me disais, j'ai pas envie qu'il grandisse dans un monde où il y a des Irma tous les 4 matins, j'y étais tous les jours, avec beaucoup de régularité. Et puis, je suis devenue un média. Parce qu'aujourd'hui, voilà, je sais pas. C'est vrai que je m'enorgueillis parce que je l'ai fait toute seule. J'en ai acheté aucun. J'ai 14 000 followers. Et je suis avec mon ami Garo75 qui est dans la salle, qui est là, ici, en train de tweeter. Voilà, on est on va dire les premiers ambassadeurs de l'entreprise. Et alors, François, parce que c'est toujours plus facile de parler des autres que de soi, eh bien, il est aujourd'hui référencé parmi les top speakers Microsoft. Hein, c'est ça ? Voilà. Il a gagné ses lettres de noblesse dans le monde de la RSE dont il était saisi, parce qu'aujourd'hui, c'est un influenceur. Voilà. Et il y en a plein d'autres dans la salle que je salue et que je remercie de promouvoir les idées de Generali. Alors, ce faisant, sans le savoir, on a tous fait les uns et les autres un peu de personal branding. Qu'est-ce que c'est que ce mot anglais ? Eh bien voilà, c'est quelque chose, vous savez qu'aujourd'hui on a commencé à évangéliser les agents pour les emmener eux aussi dans le monde digital, parce que la profession de l'assurance, on n'est pas les seuls évidemment, eh bien nos intermédiaires ont aussi besoin de se faire le porte-parole de leurs propres actions dans leur région. Donc c'est l'image que je leur montre. Eh bien il y a 2 mondes aujourd'hui. Il y a un monde réel que vous connaissez aussi bien que moi, et puis il y a un monde digital qui fait peur à beaucoup de gens, mais qui existe. Et il se passe des vraies choses dans le monde digital, et la génération Y, elle est connectée en permanence à ce monde-là, et il s'y passe des vraies choses. Il ne faut pas croire... Alors, j'ai un mari qui est complètement réfractaire à ces histoires-là. Il me dit, tout ça, c'est... Alors, le grand Satan, il y a le grand Satan, et derrière, il y a Facebook. Il a interdit à mon fils d'y aller pendant bien longtemps. Le pauvre petit était obligé de me demander des dérogations pour pouvoir être connecté avec sa classe. Mais bon, donc voilà, la génération Y, elle est connectée en permanence dans ce monde-là. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, si vous voulez devenir un porte-parole, ambassadeur de Generali, ce que j'espère vous allez tous devenir, et d'ailleurs nous allons nous doter de moyens raisonnables pour que vous puissiez le faire de bonne façon, eh bien vous avez une première personne que vous connaissez bien. Alors je suis désolée, je n'ai pas mis des filles, mais évidemment ça marche aussi pour les filles. Vous avez un moi réel, ça vous le connaissez bien,
encore qu'on ne se connaît pas tous. Mais vous avez aussi un mois digital. Et ce mois digital, je suis frappée de voir à quel point beaucoup d'entre nous, d'entre vous, le négligent. Quand on veut se faire recruter ou quand on veut bien se faire valoir ses compétences, on s'habille bien, on se présente bien, on fait des efforts. Et alors, quand on va sur Twitter ou sur LinkedIn, on voit des profils gris avec des noms cabalistiques de gens dont on ne sait pas ce qu'ils sont. Et du coup, on ne peut pas savoir au nom de quoi et de quoi ils vont parler avec légitimité. Donc voilà, pensez que vous avez deux jambes dans le monde d'aujourd'hui, qui est ce monde double, une jambe dans le monde réel et une jambe dans le monde digital, et vous ne devez pas négliger ce mois digital et vous présenter de bonne façon. Alors, comment on se présente de bonne façon? En essayant, alors vous savez, on dit beaucoup que les marques deviennent des médias, que les médias deviennent des marques et que les personnes deviennent des médias. Eh bien, si vous êtes un média, si vous prenez la parole sur les médias sociaux, vous devez soigner votre identité numérique et développer une marque personnelle. Alors, c'est un bien grand mot pour dire quelque chose de très simple. Qu'est-ce qui vous caractérise? Qu'est-ce qui caractérise votre unicité? Parce que la bonne nouvelle, et vous le savez, on est tous des êtres uniques. Comment vous allez rendre ça réel sur les médias sociaux? Eh bien, il va falloir, alors évidemment, il faudra... Bon, moi, Facebook, on est dans un registre professionnel, hein, donc c'est pas vraiment mon sujet. Moi, c'est LinkedIn et Twitter, mais sur ces deux médias sociaux, si vous décidez d'y être, tiens, je vois aussi le pionnier que je salue, les deux pionniers qui sont évidemment l'un à côté de l'autre, nos deux pionniers sur Twitter, Alcanter et Hélène Mancier, voilà, qui ont ouvert la voie à bien d'autres, et moi la première. Donc, il faut aussi leur rendre hommage. Je ne les avais pas vus au premier rang, je m'en excuse. Donc, eh bien, si vous allez voir sur le compte Twitter de Alcanter, vous verrez qu'il ne retweet pas le premier soir. Voilà, ça définit le personnage parce qu'il est tout en subtilité et humour. Donc voilà, ça va dépendre de votre personnalité, ça va dépendre de vos centres d'intérêt, ça va dépendre de l'orientation de votre activité. Quel que soit votre métier, vous avez des choses à dire, vous avez des compétences à faire valoir. Et puis de votre lieu d'activité, parce que c'est vrai qu'ici on est à Saint-Denis, mais en région, il faut miser sur le côté régional. Et puis vos perspectives d'avenir. Qu'est-ce que vous voulez devenir? Vers quoi vous voulez aller? Et ça, j'ai envie de vous dire, dans le monde digital, comment on montre un chemin, comment on se positionne dans un domaine, tout simplement en parlant. Parce que si je parle de quelque chose, si je témoigne que j'ai une opinion sur quelque chose, alors, chemin faisant, je vais montrer que j'ai des opinions, des convictions et donc des compétences. Et j'ai envie de résumer ça dans une formule, c'est celui qui dit qui est. Si vous voulez montrer, comme François, que vous êtes compétent en RSE, de quoi faut-il parler ? Voilà, vous avez tout compris, merci. Si vous voulez montrer que vous êtes compétent en com, il faut parler de com, en assurance, il faut évidemment parler d'assurance. Voilà, c'est aussi simple que ça. Mais ça, vous devez l'avoir en tête pour justement définir ce qui vous rend unique. Alors, je vous propose une petite matrice pour essayer de faire cet exercice de style. Vous arrêtez 2 minutes sur quelque chose qui est cher à vos yeux, vous-même. On ne fait pas assez cet exercice. Quels sont... Alors, il y a quelqu'un qui m'a dit « Ouais, j'ai pas mis les faiblesses ». C'est vrai, quand on veut se faire valoir, on ne va pas commencer par parler de ses faiblesses, mais déjà, vous allez récapituler toutes vos forces. Ça, c'est ce qui vous... c'est intrinsèque, j'ai envie de vous dire. Et puis après, il y a des opportunités, des choses qui se passent autour de vous et sur lesquelles vous pouvez prendre la parole, ou des menaces. Alors, j'ai pris mon cas personnel pour vous montrer l'exercice. Bon, par exemple, c'est vrai que j'ai pris un tournant dans communication digitale. Je n'étais pas du tout digitale. Encore une fois, je ne suis pas une digital native, mais j'ai voulu montrer que j'avais des convictions dans ce domaine. Donc, j'en ai parlé. J'ai un intérêt, moi aussi, pour la RSE, derrière François, évidemment. Mais donc, j'en parle aussi. Implication dans des associations professionnelles, ben, je le mets. Implication dans les réseaux d'entrepreneurs, ça aussi, j'en parle. J'ai la chance d'avoir une équipe dynamique et motivée. Eh ben, comment je le montre? Eh ben, c'est simplement en relayant leurs tweets. Par exemple, l'excellente Claire Beaufils, quand elle fait des opérations sur le terrain, je la reprends. Voilà, donc ça, vous voyez, c'est quelque chose qui... ça constitue un petit peu mon ADN. Et puis après, il y a des opportunités. J'ai des bonnes relations avec des réseaux de communicants. Je vais essayer de le montrer en reprenant des tweets de certains. On se tire aussi un peu à la bourre avec d'autres DIRCOM. Il y a des conférences. Il y a des événements générali, ils sont communs à nous tous, on peut en parler. Il y a des actions de sponsoring et de partenariat dont je m'occupe. Voilà, ça vous montre un certain nombre d'opportunités sur lesquelles vous pouvez rebondir. C'est les miennes, mais vous en avez d'autres. Vous allez dans un salon, aujourd'hui c'est les journées du courtage, il
il y en a plein qui sont en relation avec le monde de nos intermédiaires, vous pouvez très bien en parler d'une façon ou d'une autre. Et avec une règle seulement, être intéressant avant d'être intéressé. Ne parlez pas que de vous. Hein, c'est pas quand vous invitez des amis à table, vous ne leur parlez pas que de vous. Vous parlez du film que vous avez vu, des choses qui vous rassemblent, pas auto-centré. Donc il faut à peu près parler de choses de 80%, 70 à 80% extérieures à l'entreprise pour montrer que vous êtes connecté à un certain nombre d'enjeux. Et après, vous caserez d'autant plus facilement les 30% de Generali et vous verrez qu'il y en aura qui vous retweeteront gratuitement et avec plaisir. Donc être intéressant avant d'être intéressé. Et puis dernière chose, les menaces. On a tous des sujets d'employabilité. Comment je vais montrer que je suis conscient des menaces ou comment je vais essayer de les contrer? Moi, ce qui m'a menacée, Hugues Lebray, faute professionnelle, j'étais menacée par le fait que je ne connaissais pas les médias sociaux. Aujourd'hui, si vous voulez, en m'y mettant et en parlant, j'ai contourné cette menace. Voilà, vous pouvez. On est tous menacés par l'évolution rapide de nos métiers, par l'impact du digital. Tout ça, on peut le contrer en allant chercher de l'info, en parlant, en relayant. Et ce faisant, on montre qu'on est dans le coup. Voilà, le personal branding, c'est, je crois, à peu près aussi simple que ça. Et tous ceux qui vont vouloir devenir ambassadeurs de Generali, on va avoir une dynamique. Il y a déjà plein de twittos parmi vous qui promeuvent chaque jour, j'ai envie de dire, nos actualités. Et on les en remercie. C'est comme ça que Generali arrive à rester présent sur les médias sociaux parmi ses concurrents. On n'est pas à la télé dans les grands médias, mais on est dans le top 10 des marques qui sont sur les médias sociaux. Et ça, c'est un peu aussi. Et grâce à chacune et chacun de ceux qui font le relais de nos actualités. Voilà. Donc la transformation digitale dont vous entendez parler, il n'y a pas que des outils. Il y a beaucoup de culture qui tourne autour de cette transformation. C'est ce qui est fait avec l'Académie et l'équipe de We Digital pour essayer de nous emmener tous dans ce monde qui va vite, très vite. J'ai envie de vous dire presque trop vite. Il ne faut pas se laisser distancer. Donc voilà, la culture que vous allez pouvoir acquérir à travers ces conférences, à travers les ateliers qu'on va monter, c'est vraiment important. Donc soyez l'acteur de ce changement. Et puis après, je passe la parole à mon compère Arthur, qui va vous donner les bonnes recommandations, parce que vous savez qu'on a un organe de contrôle. Alors bonjour à tous, j'ai peu de temps, donc je vais essayer de faire en 140 caractères ou moins. Je viens un peu casser l'ambiance, mais ça me semblait quand même important. Je vais vous parler de la recommandation de l'autorité de contrôle prudentiel et de régulation. Mon Dieu que ça fait peur. On a tous envie que vous soyez ambassadeur de votre entreprise sur les réseaux sociaux, bien entendu. Simplement quelques petits rappels. Vous avez eu plein de bons conseils aujourd'hui, des conseils de Cédric sur la confidentialité. Je vous en prodigue juste 3. C'est une recommandation qui sera effective à partir du 1er octobre. La première chose, si vous êtes effectivement, si vous avez envie de parler de Generali sur les réseaux sociaux, indiquez que vous êtes membre de l'entreprise. Parce que cette recommandation, qu'est-ce qu'elle vise? Elle vise à réguler la diffusion de contenu commercial sur les réseaux sociaux de la part des entreprises, mais aussi de leurs salariés, et de pouvoir identifier les émetteurs de contenu. Alors ça concerne le contenu commercial, et évidemment, si vous faites un selfie dans les locaux de Generali entre collègues, que vous les diffusez sur les réseaux sociaux, tout va bien. Si vous diffusez des offres, des produits, vraiment, présentez-vous. Alors sur LinkedIn, c'est très facile. Sur Twitter, vous savez, vous avez une petite biographie. N'hésitez pas à mentionner le compte @GeneraliFrance dans cette petite biographie. S'il vous plaît, évitez les sujets polémiques dès lors que vous êtes rattaché à l'entreprise, donc politique, religion. Bon, il y a beaucoup de bon sens dans tout ça. Vous pouvez bien évidemment aller sur Twitter pour parler de politique si vous êtes intéressé par ça. Si vous souhaitez le faire, on évite d'associer Generali tout simplement dans son compte. Écrivez ce que vous savez. Voilà, comme l'a dit Marie-Christine, celui qui dit qui est. Vous faites des ressources humaines, parlez de ressources humaines, parlez peut-être pas de produits d'assurance très techniques ou d'actuariat, effectivement. C'est aussi un pilier important de la recommandation ACPR, c'est de ne pas tromper sur le contenu ou sur les offres. Donc vous risquez à la fois de vous décrédibiliser et de divulguer des informations erronées. Ne créez pas votre propre contenu sur les offres. Donc on a un compte Generali France qui relaie des actualités sur les offres. Vous pouvez retweeter, évidemment, si on est sur Twitter. Ne créez pas, par contre, votre propre contenu sur des offres ou des produits.
Et enfin, si vous êtes sollicité par un client sur quelque réseau social que ça soit, j'ai mis le compte Generali France sur Twitter parce qu'on ne va pas se mentir, c'est souvent sur Twitter. Bon, si c'est une question sur votre champ d'expertise tout à fait bienveillante, vous pouvez lui répondre. Si c'est une réclamation, vous sentez qu'il y a un petit risque d'irréputation pour l'entreprise, surtout, faites-vous aider, orientez vers le compte Generali France. Et Jean-Philippe présent sait et se fera je ne sais pas s'il se fera un plaisir de vous aider, en tout cas il vous aidera à contenter ses clients mécontents. Voilà, j'en ai fini. Je repasse la parole à Cédric. Merci à tous. Merci du coup, Arthur, pour ces compléments. Bonjour. Par rapport à l'évolution de Twitter, donc a priori c'est la partie vidéo qui va progresser. Aujourd'hui, ce week-end, moi j'étais à la Défense, il y avait un YouTuber qui était chez Nike, il y avait une file pas possible. Ça va être un partenariat avec YouTube ou c'est une concurrence avec YouTube ce qui va se développer? Aujourd'hui, jusqu'à présent, effectivement, les gens qui étaient sur Twitter invitaient à aller voir les vidéos sur d'autres plateformes. On a un player vidéo sur Twitter qui est maintenant extrêmement performant et on a aussi cette particularité de pouvoir retransmettre des émissions en direct sur Twitter. On a fait pas mal de choses là assez intéressantes, notamment le tournoi Destination France Télévisions a décidé de le retransmettre sur Twitter. Donc vous avez sur un même écran, en fait c'est l'intérêt de l'exercice, le flux en direct du match Destination ou des débats de primaire et des choses comme ça. Et juste en dessous, vous avez les tweets sur votre écran. Donc c'est une notion, on ne fait pas du direct pour faire du direct ou de la vidéo pour faire de la vidéo. On est quand même un apport à l'expérience d'utilisateur. Et notre apport là aujourd'hui, spécifiquement sur la vidéo en direct, c'est-à-dire vous avez la vidéo en direct et juste en dessous, vous avez les tweets des joueurs, les tweets des experts, les tweets qui sont finalement des choses qui vont venir enrichir votre expérience du direct. Et je parle du tour à destination, mais effectivement, quand vous avez un débat entre les personnalités politiques, c'est toujours bien aussi d'avoir quelques éléments chiffrés qui arrivent juste en dessous de l'image ou des arguments, on va dire, qui permettent d'enrichir notre compréhension des choses. Donc, je pense que tout le monde développe en ce moment les activités vidéo, puisque c'est énormément de demandes. Sachez que, et petit conseil aussi, c'est qu'un tweet que vous allez faire qui contient de la vidéo, il est 6 fois plus retweeté qu'un tweet qui n'en contient pas, ou qui contient juste de l'image ou du texte. Donc la vidéo, on sait que ça marche très bien sur Twitter, c'est un format qui marche vraiment très très bien, donc comme partout, à la limite j'ai envie de dire, mais chez nous en particulier. Voilà. Merci Damien, merci à tous d'avoir suivi cette conférence. Et puis, bien évidemment, on vous donne rendez-vous sur les modules de formation. Le module 5 a été lancé pour une prochaine conférence ces prochaines semaines.